Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire en partenariat avec Commerzbank dédié aux figures chartistes. Je me présente, Jordan Buffet, je suis analyste chez Zone Bourse et je vais m'efforcer de vous présenter quelques figures chartistes qui peuvent vous être utiles dans vos activités de trading et d'investissement. Donc pour cela, il convient avant tout de définir ce qu'est le chartisme en analyse graphique. Il s'agit tout simplement de pouvoir repérer des configurations précurseurs d'une hausse ou d'une baisse du prix d'une action, enfin de n'importe quel actif, que ce soit une action, une matière première, une paire de devises ou un indice par exemple. Celles-ci doivent cependant répondre à des critères bien spécifiques pour être considérées comme valides et donc exploitables. Et fait très important, elles ne doivent pas faire l'objet d'interprétations abusives, dans le sens où la détection d'une figure chartiste doit être en général confortée par une autre analyse, qu'elle soit technique, avec des indicateurs techniques traditionnels, que ce soit des moyennes mobiles, le MACD, le RSI par exemple, ou une analyse fondamentale de l'actif en question. Et ça, on va y revenir d'une manière plus détaillée par la suite de la présentation. Concernant le plan du webinaire, donc nous allons voir trois familles de figures chartistes, avec les figures de retournement, les figures de continuation et les figures de doute. Nous allons aussi voir quelques cas pratiques pour passer de la théorie à la pratique, ce sera beaucoup plus limpide pour tous. Donc en premier lieu, nous verrons les figures de retournement avec les figures en tête et épaule, les double top et double bottom, et les biseaux ascendants et descendants. Par la suite, nous nous attaquerons aux figures de continuation avec les canaux, les triangles ascendants et descendants et les drapeaux. Par la suite, avant une série potentielle une série de questions-réponses, nous verrons les figures de doute pour conclure ce webinaire avec les fameux trading range et les triangles symétriques. Donc, commençons par les figures de retournement. Donc, il s'agit tout simplement de figures. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de son. Vous pouvez bien me confirmer que le son est bon pour tout le monde, que je ne fasse pas tous les binaires sans le son. Non, bon, d'accord. Donc, Eric, c'est de votre côté pour penser à activer le son. Donc, pour les figures de retournement, je m'étais arrêté ici. C'est tout simplement des figures qui vont acter un retournement de tendance. Donc, dans cette famille de figures, on retrouve la très connue, sûrement la plus connue des investisseurs, les figures en tête et épaule. Donc, pour être considéré comme valide, il faut que la hauteur des deux épaules soit similaire. Donc, on l'appelle tout simplement l'épaule, tête-épaule que vous avez ici représentée parce qu'elle représente vaguement une silhouette humaine avec une tête encadrée de deux épaules assez arrondies. Donc, on a dit que la hauteur des épaules doit être similaire, à l'exception de la tête, où la hauteur, donc on aime bien le dire qu'elle doit être environ à 2 fois la hauteur de ses épaules. Donc ce qui est très intéressant à regarder sur ce genre de figure de retournement, ce sont les volumes de transactions. Pourquoi? Donc dans ce cas de figure-là très précis de l'épaule, tête-épaule, nous sommes en tendance haussière. Et le fait que les volumes décroissent au fur et à mesure que l'épaule, la tête et la deuxième épaule se construisent, montre que le courant acheteur s'effrite peu à peu. Donc là, le signal de vente sera simplement donné par la rupture de la ligne de coup, qui fait office de support sur la figure en tête et épaule. Et l'objectif théorique de cette figure sera tout simplement de reporter la hauteur de la tête et de la ligne de coup par rapport au point de cassure. Donc tout simplement. Un pullback peut s'opérer, donc ça c'est très intéressant, on va le retrouver sur de nombreuses figures chartistes par la suite. C'est une bonne chose, puisque en analyse technique, dès qu'un support est cassé, il devient résistance. Donc là, le fait qu'il y ait un pullback peut signifier que on revient tester cette ligne qui faisait anciennement support pour désormais, désormais elle fait office de résistance, et elle acte bien la fin de la tendance haussière vers une dynamique beaucoup plus fragile, beaucoup plus baissière. Il existe des variantes de cette épaule tête-épaule. Donc il y a l'épaule tête-épaule inversée, donc c'est sa symétrique. Au lieu d'avoir des sommets, on a des creux. Donc elle intervient en fin de tendance baissière. Et là on remarque que sur les volumes tient toujours. Cependant là, les volumes sont en croissance, dans le sens où il y a de l'accumulation dans la fin de la tendance baissière, puis après rupture de la ligne de coup, et on reporte de manière symétrique la hauteur du creux à la ligne de coup, comme pour l'épaule tête-épaule. On me dit qu'on ne voit pas les graphiques, donc est-ce que ça vient de Catherine ou c'est bon pour tous? Non, ça marche, d'accord. Bon, c'est parfait.
Deuxième variante qu'on peut rencontrer régulièrement, ce sont les épaules tête-épaule inclinées. Donc en général, il est plutôt rare d'observer des épaules tête-épaule avec une ligne de coupe parfaitement horizontale. Là, c'est un véritable cas d'école. En général, elles sont légèrement inclinées, donc elles sont plus fréquentes et ça n'enlève en rien au potentiel de la figure. Elles sont tout aussi redoutables. Deuxième figure, dans la même famille des figures de retournement, nous avons les double top et double bottom. Donc on peut les appeler de diverses manières, on peut les retrouver sous le nom de double creux, double sommet, les figures en M, figures en W. Donc là, concernant le double top, elles sont constituées de deux sommets d'amplitude similaire. Donc elles ne sont pas obligées d'avoir une taille d'amplitude vraiment parfaite, donc elles peuvent avoir une hauteur légèrement différente. Donc c'est ce que nous verrons en pratique. Dans le cas du double top, on la retrouve au sommet d'une tendance haussière. On bute sur une résistance très importante qui sont ici, dans le premier cas de figure, sur la ligne en pointillé. Donc, et le signal de vente sera tout simplement donné lorsque la ligne de coup sera rompue, avec comme objectif le report de l'amplitude des sommets. Donc c'est tout à fait similaire pour le double bottom, qui à l'inverse, elle, intervient à la fin d'une tendance baissière. On vient tester un niveau important qui est ici en pointillé et le signal d'achat sera donné dès lors que la ligne de coup sera rompue. Donc voilà, et même remarque pour les pullbacks, on peut acter l'inversement de tendance avec un petit pullback. Donc dans le premier cas, un support qui fait maintenant office de résistance et on enfonce le clou. Dans le deuxième cas, une ancienne résistance qui fait désormais office de support. Donc là aussi, il existe de nombreuses variantes avec le V-top et le V-bottom. Donc là, ce sont des figures un petit peu plus difficiles à anticiper, puisque la figure n'est constituée que d'un seul sommet pour le V-top et que d'un seul creux pour le V-bottom. Il existe aussi des triple top et triple bottom, sûrement un peu plus intéressants, où là, donc rien ne diffère de la figure de double top et double bottom, tout simplement que il y a trois creux et trois sommets. Donc voilà, pour un petit cas pratique, vous avez ici représenté en unité de temps jour la valeur Valourec, où il y avait un joli double top qui s'est opéré en début d'année. Donc on refait bien les conditions de validation de la figure en double top. On a une jambe haussière, on vient buter sur un niveau important au niveau de 6,05 €. Donc on revient chercher la ligne de coup. Deuxième sommet avec toujours le même niveau à 6,05 € qui pose problème. Puis le signal de vente est donné avec la cassure des 5 € à 60, 5,55 € qui sonne le point de départ d'une accélération baissière. L'objectif théorique à 5,09 € a été touché et dépassé. Donc voilà, ça, un petit cas pratique sur Valourec. Dernière figure que je voudrais vous montrer sur les figures de retournement, ce sont les biseaux qui sont très intéressants. Donc ces figures sont formées par deux droites convergentes dans le sens de la tendance actuelle. Donc là, dans le cas d'un biseau ascendant que vous avez à gauche, les droites convergent vers le haut. Et pour un biseau descendant, les droites convergent dans le sens de la tendance baissière vers le bas. Donc là aussi, la remarque des volumes est très importante, puisque les biseaux actent un effritement de la tendance acheteuse. Donc l'oblique haussière, ici dans le cas du biseau ascendant, fait office de support. Et on va constater en général que les volumes décroissent au fur et à mesure que l'on évolue au sein du biseau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les acheteurs ne parviennent pas à créer un élan conséquent sur la valeur, sur la tendance, n'arrivent pas à prendre la main. Donc les volumes s'amenuisent et en général le signal de vente est donné par la rupture de l'oblique baissière, enfin de l'oblique haussière ici dans le cas du biseau ascendant. Et en général la sortie se fait dans des volumes très nourris, très importants, et les réactions peuvent être violentes. Donc voilà, l'objectif théorique est donné par le point bas ou le point haut de la formation du biseau. Donc le point bas pour le biseau ascendant, vous l'avez ici, et le point haut de formation sur le biseau descendant. Donc vous l'avez ici représenté pour le biseau descendant. Il existe aussi des objectifs intermédiaires que l'on peut se placer, qui consistent tout simplement à se reporter sur chaque point qui a été touché sur le biseau. Donc ici, par exemple, dans le cas du biseau ascendant, on peut tout à fait avoir un objectif intermédiaire sur le premier creux ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la souris directement sur le partage d'écran que je vous fais. Et de même ici, donc du coup, pour le biseau descendant. Donc,
je vous ai isolé une petite configuration intéressante de biseau descendant sur le titre Air France, qui constitue justement, qui forme un biseau descendant. Donc je n'ai pas la dernière bougie de cotation. Aujourd'hui, il me semble qu'on teste la borne basse de ce biseau aux alentours des 9 €, si je ne me trompe pas. D'accord, on me dit que la souris ne la voit pas. D'accord, très bien. Là, très important, je ne suis pas en train de vous dire que il va y avoir un retournement de tendance sur le titre Air France. Que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une figure de retournement qui est en train de prendre forme. Mais c'est très important, il faut que la sortie de ce biseau soit confortée par une autre analyse, qu'elle soit technique. Ça peut être une cassure de moyenne mobile, une étude de divergence sur des indicateurs techniques, ou une analyse fondamentale sur la valeur. C'est très important de conforter sa vision chartiste avec d'autres analyses. Donc là, le biseau est plutôt propre, il est bien travaillé. On note bien une baisse des volumes sur chaque vague baissière. Donc comme quoi le courant vendeur pourrait s'effriter. Donc à suivre ce biseau pour une potentielle sortie. Et l'objectif théorique serait donné, en priori, pour un retour sur la ligne des 11 €, donc le point haut du biseau, avec des objectifs intermédiaires aux alentours de 10,30 € sur chaque fois que l'oblique baissière a été travaillée. Donc voilà ça pour le biseau et le cas pratique d'Air France. Deuxième famille pardon, de figures chartistes, les figures de continuation. Donc là où le sens de la tendance ne diffère pas, que ce soit à l'entrée de la figure qu'à sa sortie. Les figures qui sont le plus représentées au sein de cette famille, c'est bien évidemment les canaux que l'on retrouve très souvent en analyse technique. Donc elles sont formées par deux droites parallèles qui évoluent dans le sens de la tendance et qui encadrent l'oscillation de cours. Donc à chaque fois, la ligne inférieure fera office de support et la ligne supérieure fera office de résistance. Donc ainsi, les lignes de support constituent de bonnes zones d'achat et la ligne supérieure constitue de bonnes zones de vente. Alors petite utilité intéressante, par exemple dans le cas d'une tendance haussière, comme ça avec un canal haussier, donc il est intéressant de prendre des positions à l'achat, des positions longues sur les bornes inférieures. En revanche, il est plus délicat de prendre des positions de vente à découvert, par exemple, directement sur les bornes supérieures. Ce sont des stratégies agressives. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment se dire avant de prendre cette opération qu'on est à contre-tendance, voilà, qu'on ouvre une ligne à contre-tendance du marché. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas une bonne idée de prendre des positions de vente à découvert. Et de même pour des canaux baissiers, de prendre des positions à l'achat sur les bornes inférieures des canaux descendants. Donc là, petite utilité, ça concerne vraiment des stratégies agressives. Il n'y a pas vraiment d'objectif théorique sur ce genre de figure. Tant que le canal est viable, les cours peuvent continuer d'osciller au sein de cette formation graphique. À noter que la rupture par exemple d'un canal est intéressante puisque l'objectif théorique d'une rupture de canal consiste tout simplement à reporter le canal pour créer soit un deuxième canal, donc vous l'avez ici en pointillé, ou c'est aussi très fréquent en fait d'avoir au final un canal beaucoup plus grand avec une ligne intermédiaire qui était la borne supérieure du canal initial. Donc voilà, ça concerne les canaux, très fréquents en analyse chartiste. Figure très intéressante aussi de la même famille, ce sont les triangles ascendants et descendants. Vous avez ici à gauche un triangle ascendant, figure de continuation haussière. On entre au sein du triangle, on oscille dedans et on poursuit dans le sens de la tendance à la hausse. Et à droite, un triangle descendant, figure de continuation baissière, où on entre par le haut. Donc on a une tendance baissière, on entre, on oscille et on termine dans le sens de la tendance à la baisse. Donc ces triangles sont constitués d'une résistance et d'un support horizontal et d'une oblique ascendante et descendante. Donc là, même cheminement, même raisonnement qu'on doit avoir sur ce genre de figure. Les acheteurs prennent la main de plus en plus rapidement, donc par exemple dans le cas du triangle ascendant. On vient tester une première fois cette résistance horizontale. Les acheteurs prennent la main ici, donc ici, donc je ne sais pas si la souris, on m'a dit que c'était pas vraiment évident, certains pour oui, certains non. Donc ensuite on revient chercher une nouvelle fois la même résistance, et les acheteurs prennent plus vite la main. Donc et ainsi de suite, ils prennent de plus en plus vite la main, jusqu'à ce que l'étau se resserre sur le triangle et qu'on sorte dans le sens de la tendance initiale. Donc voilà, ça c'est le cas du triangle ascendant, et donc même raisonnement pour le triangle descendant. On a un petit cas pratique sur Carrefour, en unité de temps hebdomadaire. Donc l'analyse chartiste marche pour toutes les unités de temps.
Même raisonnement, donc on est dans une tendance fragilisée depuis 2015, hein. On note que les creux et les sommets sont de plus en plus bas, on est dans une tendance fragile baissière. Donc on constitue dans ce triangle descendant, où les vendeurs ici prennent la main de plus en plus vite, de plus en plus rapidement, et viennent à chaque fois tester le même support aux alentours de 20 euros. Le signal de vente sera constitué par la rupture de ce support, et l'objectif théorique constituera tout simplement le fait de reporter l'amplitude de la figure, je vais y arriver, au point de cassure. Donc voilà. Il y a aussi la possibilité de tracer des objectifs intermédiaires. Donc je reviens sur l'aspect théorique. C'est de prendre cet oblique-là, donc l'oblique descendante ou ascendante, hein, ça dépend, et de la reporter au premier point de cassure de la résistance, ou du support horizontal. Donc là, ça ne paraît pas très clair, on va expliquer comme ça. Donc, on va passer à un cas pratique pour que ce soit bien plus limpide pour tous. Donc là, on est dans un cas de figure d'un triangle ascendant sur Dassault Aviation en unité de temps jour. Donc là, toujours le même cas de figure, on est dans une tendance haussière. On vient casser une résistance importante aux alentours de 1400 euros. Les acheteurs prennent de plus en plus vite la main pour revenir à chaque fois tester cette même résistance et on la cache. L'objectif intermédiaire consiste tout simplement à prendre cette oblique descendante, à la reporter au premier point de cassure, ici à 1390 euros. Donc là, c'est la ligne en pointillé. Et ça nous donnera un objectif intermédiaire directement par rapport au point de cassure. Donc là, on pouvait prendre du coup position à la cassure de cette résistance. On voit qu'il y a eu un coup de bas qui s'est opéré, qui marque bien le fait que cette ancienne résistance est désormais office de support. Et on vient chercher l'objectif intermédiaire pour ensuite probablement l'objectif l'objectif final théorique aux alentours de 1600 euros l'action. Donc ça c'est pour les triangles descendant et ascendant. Dernière figure que je peux vous présenter dans cette famille de figures de continuation, ce sont les drapeaux que l'on retrouve aussi très souvent. Donc elles sont constituées, donc ces drapeaux sont constitués par des droites parallèles orientées au sens inverse de la tendance en cours. Donc en général, on les voit se former après un mouvement long et discontinu de baisse ou de hausse du prix d'une action. Donc là, on va s'attarder pour que ce soit plus clair sur le drapeau ascendant ici à gauche. Donc on a une jambe de baisse avec une longue période de baisse discontinue du cours de l'action. On va dire que c'est une action. Mais les vendeurs ont besoin de souffler pour reprendre ensuite la main. Donc là, ce souffle va s'opérer durant la formation de ce drapeau, on va consolider à la hausse, et la tendance ne pourra reprendre que lorsqu'on sortira par le bas de ce drapeau baissier. Donc l'objectif théorique est très simple, on dit qu'on report le mât du drapeau, donc il s'agit tout simplement de prendre l'ensemble de la jambe de baisse et de la reporter à la base du drapeau, et ça nous donne l'objectif théorique pour ce drapeau ascendant. Donc c'est tout à fait similaire pour le drapeau descendant. On a une jambe de hausse, on consolide à la baisse et on repart dans le sens de la tendance. La variante de ces drapeaux, c'est le fanion aussi que l'on retrouve très souvent. La seule petite particularité, c'est que le drapeau n'est plus un canal donc avec des droites parfaitement parallèles, mais un triangle symétrique. Après, le calcul des objectifs est tout à fait similaire et donc voilà. Petit cas pratique sur Airbus en unité de temps jour. On a ici un drapeau descendant, donc avec une belle jambe de hausse, une belle jambe d'appréciation de quelques mois entre 50 euros et 75 euros. Les acheteurs ont besoin de souffler, on consolide donc au sein d'un drapeau descendant. Le signal d'achat ne sera donné que lorsqu'on sortira de ce drapeau, généralement avec des volumes. Et l'objectif théorique consistera tout simplement à prendre l'ensemble de la jambe de hausse et de la rapporter ici. Et donc ça nous donne l'objectif théorique à 95 euros. Donc voilà. Donc la différence entre un canal et un drapeau, j'ai la question, j'y réponds maintenant. Le drapeau en général est une configuration beaucoup plus court-termiste que le canal. Donc voilà. Et en général, on peut observer aussi que les volumes d'échange s'amenuisent au sein de ce canal. Ça marque bien qu'on veut souffler. On fait une pause sur le titre avant que la tendance de fond reprenne. Donc ici, sur le titre Airbus, la tendance de fond haussière. Donc ça, ce sont pour les drapeaux. Dernière famille de figures chartistes, ce sont tout simplement des figures
que l'on ne peut pas ni classer dans la première catégorie des figures de retournement ou des figures de continuation. Donc il est très difficile d'anticiper le sens de sortie de ces figures. Donc la première figure que l'on retrouve aussi très souvent en analyse technique, ce sont les training ranges, constitués tout simplement par deux supports, enfin un support et une résistance, dans lequel les cours vont osciller. Donc ce sont en général des zones de prix particulièrement bien travaillées, où les vendeurs prennent la main sur la borne supérieure de cette bande de fluctuation, et les acheteurs prennent la main sur le support. Donc on ne peut pas savoir à l'avance directement le sens de sortie d'un training range, bien qu'on retrouve souvent dans la littérature que le sens de sortie du training range, c'est en général, donc elle s'apparente à une figure de continuation, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que je préfère les classer dans des figures de doute. Puis le simple objectif que l'on peut avoir, c'est dès lors que l'on sort de ce training range, on reporte l'amplitude de cette bande de fluctuation au point de cassure, et ça nous donne un objectif théorique. Donc là aussi, même remarque pour le pullback, il est très intéressant, si on a loupé le premier signal d'achat, par exemple, dans ce cas de figure, de pouvoir exploiter le pullback pour entrer justement dans le sens de la nouvelle tendance naissante. Donc, autre cas pratique, un joli trading range sur Capgemini, en unité de temps jour. Donc on voit là que la zone de prix 88 €, 71 € est particulièrement bien travaillée. Donc aussi, petit point où j'aimerais insister, c'est que la théorie diffère souvent de la pratique. Tout n'est pas aussi limpide, tout n'est pas aussi propre graphiquement. On peut noter là par exemple qu'on a un petit trou d'air début 2016 dans ce trading range. Donc ça, il faut le prendre en compte. Hein, il n'y a pas que des cas d'école. On a des fausses sorties, il faut les prendre en compte. Et c'est souvent des pièges. Mais dans tous les cas, ça ne change rien à la propreté de ce trading range, dont on a un signal d'achat dès lors qu'on sort de cette zone de prix. On a même un pullback qui s'est opéré plus tard et qui constitue une bonne occasion d'entrer sur la valeur, vu que le 88 €, c'était une ligne qui faisait résistance et désormais un peu office de support. Donc on acte bien un changement d'orientation, ce sont les acheteurs qui prennent la main. L'objectif théorique des 105 € a bien été finalisé. Donc voilà. La dernière figure, ce sont les triangles symétriques. Ce sont des figures particulièrement intéressantes parce qu'elles cristallisent vraiment l'indécision des opérateurs sur la suite que doit avoir le cours d'une action d'une matière première ou autre actif. Les oscillations sont donc de plus en plus petites au sein de deux obliques parfaitement symétriques par rapport à une horizontale. Et en général, donc, il est très compliqué de définir à l'avance, d'anticiper ici le sens de sortie d'une action. Donc il est conseillé d'attendre franchement qu'il y ait une cassure, même une clôture au-dessus à l'extérieur de ce triangle avant de prendre position. Et l'objectif théorique consistera tout simplement à reporter, comme d'habitude, la hauteur de la figure au point de cassure. Donc là aussi, il peut exister dans le même cas que des triangles ascendants, des objectifs intermédiaires, en reportant l'oblique ascendante ou descendante par rapport à son oblique opposé, mais c'est plus pratique de vous le montrer en cas pratique. Alors, je l'ai pas fait. Donc ici c'est GenFit en unité de temps jour. On a un joli triangle symétrique. Donc biotechnologie, une certaine. Donc on a une belle jambe de hausse, une belle appréciation avec beaucoup de volume avant de former ce triangle. Les opérateurs ne savent pas ensuite dans quelle décision vont partir les cours. Donc une biotech, il y a beaucoup d'incertitudes sur son cœur de métier, ça peut expliquer cette représentation graphique d'incertitude. Donc impossible de savoir à l'avance si le triangle va avoir une sortie haussière ou baissière. Donc là, dans ce cas très précis, on a une sortie baissière, donc on a un signal de vente. On reporte la hauteur de la figure au point de cassure qui nous donne un objectif théorique aux alentours de 23 €, et on y va tranquillement. Donc voilà, ça ce sont pour les triangles symétriques. Donc là j'en ai fini de vous présenter les quelques figures chartistes qui sont très intéressantes, donc ce sont les principales qu'on peut rencontrer en analyse chartiste. Pour aller plus loin, je vous invite à aller sur notre site internet zonebourse.com, d'aller dans l'onglet outils, apprendre la bourse. Nous vous mettons à disposition un ZB Campus, où vous pouvez d'une part retrouver en replay les webinaires dont celui-là. Vous allez le retrouver dans cette partie du site. Et vous avez aussi un espace pédagogique avec
pas mal d'éléments à approfondir sur les figures chartistes ou d'autres éléments qui peuvent susceptiblement vous intéresser. Donc voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat pour que je puisse les voir. Donc enverrez-vous le PDF non. Bon, cependant, si vous n'hésitez pas à m'écrire un mail sur ma messagerie personnelle, je pourrais peut-être en envoyer quelques-uns. Dans tous les cas, cette présentation sera disponible sur notre site. Donc vous pouvez la revisualiser sans aucun problème. Donc pour du day trading, le drapeau. Donc le drapeau marche aussi pour des unités de temps courtes. Hein. Toutes les figures chartistes que je vous ai présentées marchent pour des unités de temps, qu'elles soient de 5 minutes, de 15 minutes, d'1 heure, 4 heures, journalières, hebdomadaires, mensuelles. Donc effectivement, vous pouvez utiliser les drapeaux en intraday. Pas de questions, donc merci. Y a-t-il une config donc sur le CAC 40, donc là je ne fais pas de revue sur les indices, mais pourquoi pas, vous avez ma messagerie personnelle pour qu'on puisse converser, Monsieur Millier. Tac. Donc pour les drapeaux, les volumes doivent être en baisse avant la cassure. Donc effectivement, oui, on va revenir sur le drapeau. Donc oui, effectivement, en général, je pèse bien les mots, la théorie diffère souvent de la pratique, mais en théorie, les volumes de transactions diminuent sensiblement au sein du drapeau et augmentent sensiblement dès lors qu'on en sort. Ça sonne justement le retour de la tendance haussière avec l'engouement, par exemple, des acheteurs dans le cas d'un drapeau descendant, ou l'engouement des vendeurs qui reprennent la main et qui vont enfoncer le clou dans le cas d'un drapeau ascendant. Donc voilà, si j'ai pu répondre à votre question sur les drapeaux. Donc qu'est-ce qu'un objectif théorique? Alors un objectif théorique, c'est à chaque fois ce que je vous ai présenté donc sur chaque figure, à chaque fois qu'on en sort, on a un objectif théorique, constitué très généralement par le report de la figure au point de cassure. Là aussi, donc je réitère mes propos, la théorie diffère très souvent de la pratique. Par exemple, là sur le cas d'Air France, on va revenir sur le cas d'Air France, un cas actuel. Par exemple, on se met dans le cas de figure où on sort de ce biseau. Donc on a une analyse technique qui nous conforte l'idée d'un retournement à la hausse avec par exemple, je ne sais pas, une moyenne mobile à 20 jours qui est cassée à la hausse, des volumes importants à la sortie de ce biseau. Donc l'objectif théorique de cette figure, ici on a dit que c'était tout simplement le point haut du biseau descendant. Donc ici le point haut est constitué par la ligne à 11 €. Après, c'est important, c'est un objectif qui reste théorique. C'est pas parce qu'on sort de ce biseau qu'on va nécessairement aller chercher cet objectif, d'où la nécessité de bien préparer son plan de trading, d'avoir des objectifs intermédiaires. Et donc voilà, ça reste du théorique, on n'est pas obligé d'aller chercher cette ligne à 11 €. Et donc vous l'avez à chaque fois, pour chaque figure, un objectif théorique. Donc je ne sais pas si j'ai pu répondre, si je suis assez clair sur ce concept de théorique par rapport aux objectifs de chaque figure. Donc on dit objectif théorique égale objectif de vente ou d'achat. Donc effectivement, par exemple là, on revient sur le cas d'Air France. On sort du biseau avec des volumes, on a donc un signal d'achat. Vous prenez position à la sortie de ce biseau descendant. Donc on a tout qui nous indique que le courant vendeur s'effrite, que les acheteurs commencent à reprendre la main, on a du volume, on a des éléments techniques qui nous confortent, des éléments fondamentaux. Là, l'objectif théorique, c'est que vous avez pris position aux alentours de 10 €, l'objectif théorique sera 11 € pour revendre vos actions. Ensuite, je réitère vraiment, l'objectif théorique ne veut pas dire qu'on va l'atteindre. Alors, comment peut-on identifier des acheteurs? On identifie des acheteurs, une hypothèse, ça peut être les volumes de transactions. Dans le cas, par exemple, d'une épaule tête-épaule, c'était mon premier exemple.
une épaule tête-épaule inversée par exemple. Le fait que les volumes de transactions, donc là on parle, donc on soit bien d'accord, on est sur l'épaule tête-épaule inversée, on n'est pas vraiment sur ce cas de figure là, mais sur sa symétrie, donc avec des creux. Un premier creux, un deuxième creux de taille plus importante et un troisième creux pardon, de la taille similaire au premier creux. Donc c'est l'épaule tête-épaule inversée. Le fait que de savoir que les acheteurs se présentent avec la croissance des volumes tout au long que la figure prend forme, montre que on a un phénomène d'accumulation. Les acheteurs commencent à prendre des titres au deuxième creux. Sur la deuxième épaule, les volumes sont encore plus importants que sur la tête. C'est-à-dire que les acheteurs commencent à se présenter. C'est très important et ça montre que ici la dynamique baissière, la dynamique vendeuse prend peu à peu fin. Et c'est un très bon indicateur pour essayer d'exploiter un retournement de tendance à la hausse. Est-ce que l'objectif d'une figure peut être considéré comme une résistance ou un support? C'est une très bonne question. Vu que le chartiste est en général très regardé en analyse technique, effectivement, il arrive que ces objectifs fassent office de support et de résistance. Donc on le voit là sur les cas pratiques. Par exemple, à Carrefour, on s'est approché de l'objectif théorique de 16 € et les acheteurs commencent à reprendre la main ici. Pareil ici sur Dassault Aviation. Dès lors que l'objectif intermédiaire a été touché, on commence à latéraliser autour de cette oblique. Tout ça pour dire que c'est très regardé. Et comme c'est regardé, ça peut effectivement, dans une optique d'analyse psychologique comportementale des marchés, faire office d'un niveau support ou d'un niveau résistance. Je ne sais pas si j'avais fait... Donc par exemple là, c'était le cas aussi très intéressant de Genfix. Genfix, on voit très bien que l'objectif théorique a parfaitement été atteint et il a fait directement office de support. Vu que c'est regardé, ça marche, ça fonctionne. Donc voilà, monsieur Webb, si j'ai pu répondre, apporter des précisions à votre question. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur cette présentation, sur les figures chartistes en général. Sachant que là, je vous en ai présenté quelques-unes, il en existe une grande diversité. Ce webinaire pourra faire l'objet d'un volume 2. Je vous invite vraiment à aller dans cet espace ZB Campus où vous avez davantage de figures chartistes à approfondir, notamment les diamants, ce qui est sous-coupe, etc. Donc voilà. J'espère que la présentation a été claire pour toutes et pour tous. Je ne vois qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à me solliciter sur ma messagerie personnelle pour aborder ce sujet. Vous avez aussi ma ligne directe. Donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter. Ce sera avec un grand plaisir que je converserai avec vous sur ce thème très passionnant des figures chartistes. Donc j'ai une autre question finalement. Est-il vrai de dire qu'une sortie d'un biseau ou d'un drapeau se traduit par un changement de tendance? Un changement de tendance, ça acte un retournement. Ensuite, est-ce que la tendance va nécessairement être haussière par la suite? Là encore, c'est une histoire de probabilité. Tout est une histoire de probabilité en figure chartiste. Ça peut être intéressant avec une petite jambe de hausse, mais après, est-ce que la tendance derrière sera nécessairement haussière? Non. Merci, bonne journée, monsieur Quentin. Donc j'ai un génico, une demande pour un génico, donc je ne peux pas faire de revue de marché sur ce webinaire. Encore une fois, là, je vous donne quelques figures chartistes intéressantes à regarder. Je vous invite à étudier vous-même vos actions que vous suivez, voir si vous pouvez identifier des figures chartistes, sachant qu'il ne faut pas qu'il y ait, comme je vous l'ai dit en introduction, d'interprétation abusive. Il ne faut pas avoir des figures chartistes partout. Elles doivent bien respecter les critères spécifiques pour être considérées comme valides. Donc je vous invite à regarder vous-même vos actions, à voir si vous identifiez des choses et pourquoi pas en parler ensuite avec moi via ma messagerie personnelle. Y a-t-il d'autres questions? Alors, dans les figures de doute doivent être accompagnées d'analyses techniques. Oui, pourquoi pas. Notamment, par exemple, sur les trading range, par exemple.
Qu'est-ce qu'on entend par analyse technique? Donc il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup d'indicateurs qui rentrent dans le champ de l'analyse technique. Par exemple, le fait qu'il y ait des divergences sur des indicateurs techniques, ça peut donner une piste comme quoi un trading range peut être franchi. Pareil pour le triangle symétrique. Donc il y a plein d'indicateurs à regarder, que ce soit des indicateurs classiques, donc voilà, le RSI, le MACD, donc c'est là où je reviens. Dans ce cas de figure, par exemple, du trading range, ça peut être intéressant de regarder les divergences sur le RSI, le MACD. Les divergences peuvent conforter justement le fait qu'on puisse soit potentiellement s'attaquer au trading range et le rompre, ou continuer d'évoluer au sein de cette bande de fluctuation horizontale. Oui, alors, bonne question, est-ce que les news importantes peuvent avoir une grande influence sur les changements de figure? Donc, de mémoire, il me semble par exemple que le triangle descendant sur Carrefour a été boosté par la publication de résultats du 4e trimestre en fin d'année. Donc là justement c'est une grosse news importante sur le titre. On avait déjà un signal de vente au préalable et la fragilisation du dossier, de l'aspect fondamental du dossier Carrefour a enfoncé le clou tout simplement pour aller rapidement rallier l'objectif théorique à 16 €. Où là encore je rebondis sur la précédente question, les 16 € qui font office de support parce que ce genre de figure c'est très regardé en analyse technique et chartistique. Donc est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Donc on me dit oui. Avec plaisir, Monsieur Gibault. Bonne fin de journée également. Donc il n'y a pas d'autres questions. Si vous en avez qui vous viennent après cette présentation, voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me consulter sur ma messagerie personnelle. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur zonebourse.com. Au revoir.